Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e tuto.com. Je suis Nadège Lanier, responsable communication, métier et filière au sein de Passion Céréales. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet être identifié des élus de son territoire en compagnie de Agnès Dubois-Collineau. Comme lors de chaque tuto.com, vous avez donc l'occasion de poser vos questions en direct via le chat et on essaiera d'y répondre tout au long de cette session. Donc, on va commencer par vous poster un premier sondage pour connaître quels sont les participants aujourd'hui. Je vous propose donc d'y répondre dans le chat et nous allons passer donc 40 minutes ensemble pour dérouler donc le sujet être identifié des élus de son territoire. Je laisse la parole à Agnès. Merci Agnès. Merci de m'inviter. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Pour commencer, je vais peut-être rapidement me présenter. Donc, je suis Agnès Dubois-Collineau. Je co-dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Arcturus Group, qui est spécialisé en stratégie institutionnelle. On accompagne des acteurs très différents, dont des acteurs du monde agricole. Et c'est vrai que la question de cet échange avec les élus et les fonctionnaires de son territoire n'est pas forcément très souvent abordée. On parle plus souvent du débat public au niveau national. Et donc, je trouve ça très intéressant que Passion Céréales vous propose cet échange ce matin. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on structure ce tuto.com en trois parties. D'abord, qu'on redéfinisse un peu les règles et qu'est-ce que c'est qu'un acteur du territoire et quels sont leurs rôles. Ensuite, qu'on réfléchisse et qu'on discute ensemble de comment établir ces liens. Et ensuite, je vous proposerai, si on a le temps, deux petits exemples concrets pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on réfléchit dans des situations spécifiques justement aux liens qu'on peut tendre pour répondre à certains besoins. Voilà. Donc, tout d'abord, les acteurs du territoire. En France, on entend souvent beaucoup de choses sur le fait que tout est très centralisé à Paris. C'est vrai pour un certain nombre de choses, mais c'est vrai que depuis 1983, il y a quand même un élan de décentralisation qui est réel. Et en fait, il y a plein de strates en fait, de collectivités territoriales qui ont des compétences bien réelles et des pouvoirs bien réels qui peuvent avoir un impact sur vos activités dans vos territoires. Et en fait, c'est très important, sous réserve que bien évidemment ce soit un besoin pour vous et que vous en ayez l'appétence, de pouvoir établir en fait un dialogue constructif et assez régulier avec ces instances, parce que leurs décisions peuvent, le cas échéant, avoir un impact sur vos activités, ou certaines d'entre elles peuvent aussi transmettre au niveau national un certain nombre d'éléments qui relèvent en fait des besoins et de la réalité de terrain de votre filière. Donc bien évidemment, il y a les communes au maillon le plus petit, qui sont souvent regroupées en intercommunalités, donc des communautés de communes, des agglos, des pays. Ensuite, les cantons, les arrondissements qui sont pour le coup plus des constantes plus juridiques, mais ensuite les départements, les conseils départementaux, les conseils régionaux, et puis ensuite au niveau national, que ce soit le gouvernement, le Parlement, les ministères, voilà, donc toute cette partie-là. Donc, ce découpage que certains décrivent comme un millefeuille et une succession très complexe de compétences peut l'être parfois, mais permet aussi une répartition des compétences qui sont très utiles. Et en fait, en tant qu'acteur économique local, tisser un réseau institutionnel avec ces acteurs-là peut vous permettre plusieurs choses et a en plus une vraie utilité au niveau de l'ensemble de la filière, à mon sens. La première, c'est que ça peut vous permettre d'exprimer directement en fait, vos besoins, votre réalité de terrain à des décideurs publics locaux qui peuvent prendre des décisions qui ont un impact direct sur votre activité. Donc ça, c'est le décideur public. Il est élu ou nommé et il est censé prendre des décisions en se faisant son propre avis sur la réalité de terrain et quelle est la bonne décision à prendre dans l'intérêt public.
Mais pour prendre cette décision-là, il a besoin de se documenter, d'être éclairé par l'avis de parties prenantes différentes. Alors certes, ce sont des intérêts privés, mais c'est important que le décideur public puisse avoir besoin, bien évidemment quand il le souhaite, à cette réalité de terrain. Et du coup, le deuxième aspect, c'est le fait de participer de manière active. Ça ne veut pas dire de manière extrêmement chronophage ou constant ou en les sursollicitant, mais il y a au sein de vos territoires un certain nombre de discussions qui sont susceptibles de vous intéresser sur des questions agricoles, sur des questions purement économiques, sur des questions de santé publique. Et donc, en fait, veiller ces débats, avoir connaissance de leur existence pour pouvoir s'y insérer, ça a également de la valeur, et ça a de la valeur pour vos activités, mais aussi pour l'ensemble de la filière. Et enfin, le dernier point, c'est quand vous faites face à une difficulté, à un obstacle spécifique qui généralement peut provoquer un certain nombre d'urgences, pouvoir solliciter en fait les décideurs publics qui, le cas échéant, peuvent vous aider et faire bouger les lignes. Alors merci Agnès, j'en profite juste pour donner donc le résultat du sondage. Donc aujourd'hui, on a parmi nos participants 25% d'agriculteurs, 38% de professionnels de la filière et 38% autres. Donc on va voir comment tous ces acteurs peuvent justement contacter leurs différents élus et surtout en fonction de quels besoins. Impeccable. Alors, en introduction, pour finir d'introduire ce lien tendu entre monde économique et décideurs institutionnels, moi, je suis profondément convaincue que ce dialogue, il est légitime, puisque les élus et les décideurs publics sur votre territoire, ils sont bien sûr au service de l'ensemble des citoyens. Et surtout, il est utile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que pour que la décision publique soit éclairée, il faut qu'elle puisse être connectée à une réalité de terrain. Donc, souvent, quand je rencontre notamment des PME, elles ne se sentent pas autorisées à rentrer en contact avec leurs élus locaux, par exemple, estimant que ça a un côté parfois malsain, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est plus du relationnel, de copinage, et puis il faut avoir le temps d'aller au cocktail, etc. En fait, on peut tout à fait établir un dialogue très constructif avec ces élus locaux sans tomber dans de la création du réseau institutionnel pour le réseau institutionnel et pour flatter son ego. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. On peut tout à fait rentrer dans quelque chose de constructif. Du coup, la question, c'est est-ce que ce n'est pas du lobbying? Donc là-dessus, je pense que c'est très important qu'on parle de ça, parce que ça reste un peu un gros mot en France, le lobbying, donc c'est important d'en parler. Le lobbying en France a été récemment, enfin ça commence à dater un peu, maintenant ça a 4 ans, encadré par une loi qui est dite la loi Sapin 2. Et donc aujourd'hui, le lobbying en France est inscrit dans la loi et très clairement défini. Ça s'appelle du coup la représentation d'intérêt. Et donc la représentation d'intérêt est reconnue comme le fait de rentrer en communication avec un décideur institutionnel en vue d'influer sur une décision publique. Donc effectivement, quand vous vous mettez dans une posture où vous rentrez en contact de manière régulière avec un décideur public, qu'il soit local ou national, si c'est dans le but d'influer directement sur une décision, vous faites du lobbying. En tout cas, vous faites de la représentation d'intérêt. Cette loi, elle a créé en particulier deux grandes nouveautés. La première, c'est que dans le cadre de la Haute Autorité de transparence de la vie publique, qui a d'abord été créée pour surveiller les déclarations de patrimoine, notamment des élus, post-affaire Cahuzac, cette HATVP est également désormais en charge de tenir un répertoire numérique des représentants d'intérêt qui doivent se déclarer en tant que représentants d'intérêt. Et ensuite, la deuxième grande partie de cet article 25 de la loi Sapin 2 qui traite de la représentation d'intérêt définit un certain nombre de règles de déontologie. Donc, je vous invite à les regarder si ça vous intéresse, mais il y a un certain nombre de règles extrêmement précises sur comment pratiquer une représentation d'intérêt de manière tout à fait légale et responsable. Voilà.
Juste avant de continuer sur le fait de pouvoir entretenir des relations avec vos élus locaux et les décideurs institutionnels de vos territoires, la question c'est est-ce que vous aurez besoin du coup de vous inscrire sur ce répertoire des représentants d'intérêt, puisque c'est une obligation légale. Donc pour devoir s'inscrire, il faut effectivement établir un échange à votre initiative avec les décideurs publics. Il faut que ces échanges visent spécifiquement à influer sur une décision publique. Donc, si vous êtes plus dans un stade de visibilité institutionnelle et d'information de vos élus locaux sur la réalité économique de votre activité, vous n'apportez pas un argument spécifique ou une proposition spécifique dans le cadre d'une décision publique. Et enfin, il faut que vous meniez, du coup, à minima 10 rendez-vous par an dans le but d'influer la décision publique, ou que vous ayez au sein de votre structure quelqu'un qui consacre son temps à ça. Si vous ne remplissez pas ces différentes catégories, vous n'avez pas besoin de vous déclarer à la HATVP et de créer votre fiche de représentant d'intérêt. Sont concernés dans ces échanges, les échanges à ce stade essentiellement au niveau national, donc avec les membres du gouvernement, leurs conseillers, les conseillers du président de la République également, avec les parlementaires, donc députés, sénateurs, leurs collaborateurs, mais également les permanents, les administrateurs des deux chambres. Et enfin, un certain nombre de fonctionnaires nommés par le gouvernement, ainsi que les dirigeants des autorités administratives indépendantes. À ce stade, les élus locaux, les décideurs territoriaux ne sont pas concernés. Normalement, ce registre, ce répertoire devait être étendu aux relations avec les représentants des territoires, en tout cas certains d'entre eux, à partir de juillet 2021. Mais là, juste avant l'été, le Sénat a reporté cette échéance à 2023. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un peu de matière sur l'encadrement du lobbying et des représentants d'intérêt en France. Aujourd'hui, on peut c'est important déjà de connaître les règles de déontologie et de les respecter, quand bien même vous n'avez pas forcément encore pour l'instant besoin de vous inscrire sur ce répertoire. Sachant que ce répertoire, une fois qu'on est inscrit, nécessite que chaque année, on déclare les activités qui ont été menées. Et vous pouvez, par exemple, faire l'exercice. Vous verrez que votre interprofession, les membres de votre interprofession sont inscrits et déclarent chaque année leurs activités. Merci Agnès. Donc du coup, on n'a pas à s'inquiéter. On peut tout à fait contacter son élu sans être accusé de faire du lobbying, et il faut rassurer chacun par rapport à ça. Donc on a une petite remarque d'un agriculteur qui conseille donc de participer à l'élaboration des PLU intercommunaux, puisqu'ils ont un volet agricole, et justement participer à ces réflexions. Absolument. Alors ensuite, la question, c'est comment établir ces liens. Donc effectivement, en repartant de l'exemple du PLU, chaque strate en fait a des compétences propres. Et en fait, quand on s'intéresse à quels sont les acteurs politiques d'un territoire, et bien, en fait, on se rend compte qu'ils sont très très nombreux. C'est finalement même plus compliqué que quand on veut s'adresser au niveau national. Donc déjà, il y a les élus nationaux, mais qui sont bien élus au niveau du territoire, soit au suffrage direct, soit au suffrage indirect, donc vos députés, vos sénateurs. Il y a également les élus locaux, donc là on est plus au niveau de la commune et de l'intercommunalité. Il y a les représentants de l'État dans les territoires, donc que ce soit la préfecture, au niveau du département, au niveau de la région, et aussi les directions régionales des ministères, donc la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, mais également la directe, qui est particulièrement importante en plus en ce moment compte tenu de la situation économique. Ensuite,
il y a les élus, alors il n'y a pas vraiment de distinction entre élus locaux et élus territoriaux, mais en tout cas, vous avez des collectivités territoriales de beaucoup plus grande ampleur que le niveau local. La métropole, qui est quelque part une énorme intercommunalité, souvent sur un poumon économique beaucoup plus gros, le conseil départemental et le conseil régional. Et s'ajoute bien évidemment à ces acteurs un certain nombre d'autres acteurs que vous connaissez bien mieux que moi, France Agrimaire, les chambres d'agriculture, etc. Donc, il y a tout un maillage, un écosystème en fait au niveau territorial qui diffère d'ailleurs selon les territoires, parce que parfois certains acteurs sont très actifs dans un département et le sont moins dans un autre. Donc, en fait, chaque territoire a son propre ADN. Et pour pouvoir échanger efficacement, il faut effectivement commencer par s'intéresser à ce rythme et à cette trace départementale ou régionale vous concernant pour être capable de l'analyser et de se demander où est-ce que votre point de vue et votre intervention pourraient être la plus utile. Merci. Du coup, on en profite pour vous poser une deuxième question. Donc, si vous avez déjà eu l'occasion d'aborder justement des enjeux opérationnels avec votre maire, donc n'hésitez pas à participer sur le chat et à poser vos questions. Ouais, ça m'intéresse parce qu'en fait, beaucoup souvent d'acteurs à dimension plus locale ne se sentent pas autorisés à échanger même avec leur maire. Donc, c'est très important d'identifier en fait au niveau local quelles sont les compétences de chaque collectivité territoriale et quels sont les sujets sur lesquels du coup vous êtes susceptible de les solliciter. Par exemple, aller voir le département sur une question de développement économique, ben, ça aura finalement peu de sens dans la mesure où c'est plutôt la région qui traite de ces sujets-là, même s'il ne faut pas forcément supprimer tout échange avec le département sur ces sujets-là, parce que souvent, les conseillers départementaux ont des liens ou siègent directement d'ailleurs au conseil régional. Donc, bien évidemment, tout ça doit être approché de manière biologique, toutes ces cellules échangeant les unes avec les autres. Mais c'est très important d'avoir une bonne compréhension du niveau de compétence de chacun. Donc, typiquement, sur les questions d'urbanisme, on parlait de PLU tout à l'heure, mais aussi d'environnement, bah, c'est les communes et les intercommunalités qui seront plus logiquement compétentes. Le département, lui, est plus en charge des infrastructures. Et au niveau de la région, on remonte d'un cran et on passe plus à l'aménagement du territoire au sens large, le développement économique, les transports non urbains, qui aujourd'hui sont quand même de vrais sujets, notamment sur les questions de fret, mais également les problématiques de formation. Et ensuite, un certain nombre de compétences sont totalement partagées, notamment le tourisme, avec tous les sujets d'agritourisme, par exemple, mais aussi la culture. Donc voilà, à chaque maillon sa compétence, sachant que les maillons interagissent bien évidemment entre eux et qu'il faut aussi en tenir compte. Au niveau plus national, eh bien, vous avez vos parlementaires qui, en fait, même s'ils siègent à Paris dans leur chambre, sont attachés à votre territoire, donc ont une vraie valeur et un vrai rôle à jouer. Bien évidemment, ils participent à la rédaction des lois, ils siègent dans une commission parlementaire bien définie, donc ils sont attachés à une thématique, mais ils peuvent régulièrement se saisir d'un sujet qui les tient à cœur et qu'ils jugent important et vous aider à mobiliser les décideurs clés, y compris au niveau national et au niveau gouvernemental notamment. Et ensuite, vous avez bien sûr les préfets dans les départements et les régions qui représentent l'État avec tous les services décentralisés des différents ministères. Une fois que vous avez pris en compte ces compétences, il y a d'autres paramètres, bien évidemment, qui doivent rentrer en jeu. Notamment la couleur politique de la personne à qui vous vous adressez. Alors, il ne faut surtout pas faire l'erreur de ne pas parler aux élus qui ne sont pas de la bonne tendance politique, par exemple, parce qu'en fait, déjà les choses changent, même sur les territoires, certains courants arrivent à percer et à gagner de nouveaux territoires. On l'a vu pour les dernières municipales. Et ensuite, parce que parfois, vous aurez des élus qui ne sont pas forcément du bon bord, mais qui ont des relations installées et très fluides avec la majorité en place, quelle que soit la collectivité ciblée. Et donc,
il faut véritablement voir ça comme un effet de respiration. C'est véritablement un poumon, un dialogue avec tous les acteurs du territoire. Et c'est très important de rentrer dans cette logique-là. D'autant que même si ça ne relève pas forcément de leurs compétences, certains peuvent prendre des initiatives qui sont liées à des thématiques qui vous intéressent. Donc là, par exemple, on vous a mis, avec Gaëtan Gauthier qui m'a aidé chez nous à préparer cette présentation, on vous a mis 3 affiches d'événements organisés au niveau local qui à chaque fois sont soutenus par une collectivité, par une ou plusieurs collectivités, qui sont organisés soit par la collectivité elle-même, soit par une association locale qui a obtenu leur soutien. Et donc en fait, il y a au sein de votre territoire plein d'événements dans lesquels vous pouvez effectivement porter votre voix et apporter un éclairage différent ou un exemple concret de terrain qui peut faire avancer et cheminer les élus de votre territoire. Alors, on a justement, Agnès, une remarque sur le fait que la difficulté avec certaines villes, c'est qu'ils ne souhaitent discuter qu'avec des agriculteurs bio. Donc, Oui. certainement dans ce type de débat, si c'est public ou autre, et aussi que les élus n'ont plus d'attache avec l'agriculture, et ça se ressent notamment dans les documents d'urbanisme et dans la vie de la commune. Donc, j'en profite aussi pour faire part d'une autre question. Comment faire comprendre aux habitants que l'agriculture est importante aussi pour la stabilité économique de leur village? Voilà, donc j'imagine qu'après on va rentrer concrètement, demain, comment je fais pour intéresser justement le maire de ma commune sur les enjeux économiques, voilà, et les problématiques liées à l'agriculture. Alors, effectivement, sur l'agriculture bio, par exemple, ça, c'est un travers qu'on ressent fortement, qui est vrai en agriculture, qui est vrai dans d'autres secteurs. Je fais juste une incidente, mais je trouve la question extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on a quand même basculé de monde avec les nouveaux outils numériques. Les réseaux sociaux, notamment, font que l'image des élus peut être écornée de manière très rapide parce qu'ils se sont affichés avec certains acteurs qui sont décriés parfois par l'opinion publique. Donc, c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour plein d'autres secteurs, que ce soit que ce soit la chimie, on l'a vu avec Lubrizol par exemple, donc plein d'acteurs économiques qui ont une vraie utilité, une vraie réalité économique, qui ont créé des emplois sur leur territoire, mais qui, parce que notamment leur activité peut avoir un impact important sur leur environnement, se retrouvent quelque part au banc des acteurs économiques et enfin en tout cas ont plus de difficultés à rentrer en contact avec leurs élus. Oui, cette difficulté, elle existe véritablement. Moi, je pense qu'elle est renforcée. Il y a une vraie caisse de résonance, tant des médias que des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique d'image de l'élu. Je pense qu'il faut, pour ça, accepter que de ne pas discuter uniquement vis-à-vis de l'élu, mais de vraiment participer au dialogue de sa cité, c'est-à-dire ne pas réfléchir que décideurs institutionnels, mais réfléchir aussi quelles sont toutes les autres parties prenantes, y compris des parties prenantes avec lesquelles vous aurez des opinions extrêmement contraires, voire parfois assez hostiles. Et il faut engager ce dialogue avec les associations de riverains, avec les associations environnementales. C'est absolument essentiel. Et ça arrive également à des activités économiques qui, par essence, sont bonnes pour l'environnement. Vous prenez par exemple toutes les entreprises qui aujourd'hui investissent dans l'installation d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, leurs principaux opposants au niveau local sont les associations environnementales, et pourtant ça paraît un peu contre-intuitif. Donc il faut véritablement être dans ce dialogue et pas uniquement avec son maire ou avec son président de conseil régional, mais vraiment en réfléchissant cette démarche comme je participe à un débat local qui est pluriel, et j'accepte de parler avec tout le monde. Et parfois, c'est compliqué. Donc, comment s'y prendre pour solliciter en fait, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas les sursolliciter. Un élu ou un décideur public, il a son propre agenda, il a ses propres priorités.
Et donc, être dans une logique de construire un réseau pour construire le réseau n'a pas de sens. Un élu, vous arriverez à construire avec lui des relations de qualité à partir du moment où vous le sollicitez parce que vous avez quelque chose d'important et d'intéressant à partager avec lui, pas juste parce que vous souhaitez avoir un contact. Par contre, il faut effectivement se sentir autorisé à le faire chaque fois que vous avez ce type de besoin ou ce type de nouveauté, d'actualité à partager. Donc, par exemple, la première opportunité, ça peut être, vous avez une actualité sur votre exploitation, par exemple, vous avez investi dans une innovation ou dans un nouvel équipement très important. Et bien là, typiquement, c'est l'occasion de vous faire connaître. Donc, d'écrire à votre maire ou à d'autres acteurs du territoire qui peuvent être intéressés pour faire connaître cette actualité, le cas échéant, leur envoyer des informations techniques ou médias sur cette actualité, voire même organiser en fait une inauguration ou un événement pour faire connaître cette actualité spécifique aux acteurs de votre territoire. Deuxième exemple, c'est participer aux événements locaux d'intérêt. Sur tous les territoires, il y a énormément d'événements qui sont organisés, on le disait tout à l'heure, soit par les collectivités directement, soit par des acteurs du territoire qui, le cas échéant, sont soutenus par les collectivités. Et donc, ça nécessite un peu d'organisation, ça nécessite très basiquement de s'inscrire aux différentes newsletters, par exemple, et donc d'identifier les événements auxquels vous pourriez participer. Et en fait, consacrer un peu de temps à ça, ça permet véritablement à la fois de mieux appréhender la vision politique locale et quels sont les sujets clés sur lesquels la collectivité a envie de travailler, mais aussi de vous identifier en posant des questions, en créant du lien avec d'autres acteurs. On parlait tout à l'heure des associations environnementales, des associations de riverains qui participent également à l'événement et avec qui vous pourriez engager un dialogue. Et éventuellement aussi aller à la fin de l'événement interpeller un élu local, par exemple, qui vous intéresse particulièrement et avec qui vous n'avez pas encore pu échanger, pour vous présenter et lui proposer d'approfondir un sujet. Et troisième opportunité, qui est plus un risque d'ailleurs, mais c'est quand vous êtes confronté à une situation de blocage, en particulier si ça vient entraver la poursuite de votre activité, parce qu'il y a un nouvel obstacle législatif ou réglementaire ou que vous avez besoin d'obtenir une décision administrative ou d'en contester une, et bien dans ce cas-là, il faut véritablement ne pas hésiter à demander un rendez-vous en urgence. Moi, je vous conseille de le faire toujours à l'écrit, soit par courrier, soit par email. Et souvent, je me rends compte quand je travaille par exemple pro bono pour certaines associations qu'elles ont lancé comme ça un certain nombre de bouteilles à la mer et ensuite il ne se passe rien et ça génère une véritable frustration. En fait, un élu et un secrétariat d'élus, ils sont bombardés de demandes de rendez-vous. Donc, en fait, c'est vraiment un travail réel. Il faut vraiment relancer les secrétariats pour s'assurer que votre demande de rendez-vous a été prise, pour essayer d'obtenir un rendez-vous. Il faut aussi essayer de présenter cette difficulté rencontrée en la remettant en perspective avec les priorités politiques de votre territoire, de manière à ce qu'il y ait une accroche politique et que effectivement votre interlocuteur se dise ah non, effectivement, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on en parle, même si vous ne serez peut-être pas d'accord d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir engager cet échange. Merci Agnès. Donc, on voit bien qu'il faut pas hésiter, en tout cas, à prendre contact dans différents types de situations avec ces élus pour justement entamer ce dialogue et être identifié. Donc, suite au sondage, donc vous êtes 65% à avoir déjà eu l'occasion justement d'évoquer les enjeux opérationnels de votre activité et 35% donc à ne pas avoir eu cette occasion. Donc, on encourage justement à provoquer aussi ces occasions de rencontre avec ces élus. On va vous poser une nouvelle question du coup, pour savoir justement si vous avez déjà, été en contact avec vos élus et surtout dans cette prise de contact, est-ce que ça a été, pour vous utile ou inutile et est-ce que ça a été facile ou difficile? Voilà, donc n'hésitez pas à répondre et à poser encore vos questions, sur le chat. Alors, quelques exemples concrets. Je vous propose de
prendre un exemple tout simple. Alors, c'est Gaëtan qui a choisi cet exemple en préparant la présentation avec moi. Il est de l'Oise. Donc, mettons que vous ayez une exploitation agricole qui se situerait à Besse, dans l'Oise. Donc, en fait, comment savoir qui contacter? Donc là, il faut effectivement partir de Besse et se demander quelles sont les différentes strates à contacter. Donc, si on peut passer à la slide suivante, vous avez forcément donc la mairie en premier niveau, puis ensuite la mairie en fait est intégrée dans un pays, donc une intercommunalité, le pays de Valois. Vous avez la préfecture de l'Oise, le conseil départemental de l'Oise, les préfets donc du coup de région et les directions régionales des différents ministères, la région des Hauts-de-France et plus loin l'État. Pour arriver à identifier, une fois que vous avez ces différentes strates, vous avez la possibilité, la plupart du temps, sur leur site internet, sur le site internet de ces institutions, de trouver assez facilement quand même les coordonnées, ou en tout cas au moins le nom de la personne que vous souhaiteriez contacter. Et ensuite, le cas échéant, en appelant les standards, vous pouvez obtenir les coordonnées. Et là, en fait, vous allez identifier des boîtes toutes simples avec, par exemple, les différents élus nationaux. Donc là, vous avez Eric Woerth qui est le député de circonscription, mais vous avez aussi les 4 sénateurs de l'Oise. Vous avez les élus locaux, donc la mairie, le pays. Ensuite, vous allez basculer sur le conseil départemental et le conseil régional. Et puis ensuite viennent les représentants de l'État, préfets et directeurs des administrations régionales. Cette première cartographie, elle est bien sûr assez sommaire, puisqu'en fait, vous allez y ajouter mécaniquement un certain nombre d'autres personnes qui sont les collaborateurs des élus, les membres de leur cabinet, les assistants parlementaires, les fonctionnaires, les secrétariats qui sont un maillon. Moi, je milite véritablement pour qu'on respecte infiniment les secrétaires, parce que ce sont souvent des femmes, parce qu'elles font un boulot absolument incroyable et ce sont des vrais tours de contrôle du travail politique au niveau local et souvent ce sont des alliés de choix. Donc, c'est vraiment des gens avec qui il faut entamer un dialogue et avoir une relation très pacifiée et très constructive. Et en fait, une fois que vous aurez cette vue d'ensemble de tous les principaux acteurs de votre territoire, eh ben, vous avez 2 questions clés à vous poser. La première, c'est quelle est la nature de mon besoin et quel est son degré d'urgence? S'il n'y a pas d'urgence, ne les contactez pas en urgence. Vous allez les agacer, ça n'a aucun sens. Si vous n'avez pas d'urgence et que vous êtes dans une logique de construction à plus moyen ou long terme d'une relation, eh ben, acceptez qu'il n'y ait pas d'urgence, même si vous avez décidé à ce moment-là que vous souhaitiez consacrer du temps à cette action. Par contre, si vous adoptez ce comportement, il y a fort à parier que du coup, quand vous les contactiez en urgence parce que vous en avez une, et ben vous soyez reçu plus facilement. Moi, j'ai des exemples de clients qui, parce qu'ils ont été trop présents, omniprésents, bah, c'est l'histoire du berger qui criait au loup. Au bout d'un moment, finalement, voilà, vous êtes dans le paysage, vous êtes tout le temps en train de parler. Donc, en fait, quand vous criez un peu plus fort, personne ne se rend compte que vous criez un peu plus fort. Vous êtes dans le paysage comme d'habitude. Donc, c'est très, très important de doser ça parce que le politique, il a aussi un agenda, il a des priorités. Vous n'êtes pas sa priorité constante. Et donc, il faut pouvoir véritablement adapter la nature de sa demande à la réalité de votre urgence. Et enfin, c'est quels sont les décideurs institutionnels qui sont susceptibles de m'aider. Donc, à la fois sur la question de la compétence, c'est ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire qui est compétent sur le sujet qui m'occupe, qui me préoccupe. Et puis aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les cellules communiquent entre elles, en fait, quels sont ceux que je connais déjà très bien, avec qui j'ai une très bonne relation et qui sont susceptibles de m'ouvrir certaines portes. Si on prend très rapidement un dernier exemple, l'obstacle réglementaire, quand vous êtes déjà habile sur votre territoire et que vous avez un réseau préétabli, quand survient un obstacle réglementaire au niveau national, par exemple, et qui vous concerne directement et qui a un impact direct sur votre activité, là, pour le coup, le réseau au niveau national, vous ne l'avez pas forcément. Et il faut vraiment penser que le territoire peut être un levier vers le niveau national. Donc, typiquement, par exemple, si on reste sur l'exemple de l'Oise, Monsieur Woerth, même si
s'il n'est pas de la mouvance politique de la majorité présidentielle actuellement, est un député connu, reconnu, qui peut tout à fait se saisir de votre sujet, alerter le gouvernement, écrire par exemple à un ministre en lui recommandant de vous recevoir parce qu'il y a un vrai sujet pour son territoire, poser une question écrite ou une question orale au Parlement pour le faire bouger sur la question. Et puis, vous avez également tout un dialogue que vous pouvez établir. C'est la slide suivante, Nadège, avec bien évidemment les représentants de l'État dans votre territoire, donc tant la préfecture que les directions régionales, la DRAF par exemple. Et donc là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter à les mobiliser en urgence quand c'est nécessaire. Voilà. Merci Agnès pour cette présentation, puis ces exemples très concrets. Du coup, j'en profite pour donner les résultats du sondage qui sont plutôt rassurants, puisque 82% estiment que la prise de contact est utile avec les élus. Donc, c'est une première chose. Uniquement 9% constatent que c'est inutile. Et 55% des personnes présentes trouvent la prise de contact avec les élus facile. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais j'espère en tout cas qu'avec tous ces conseils, ces précieux conseils, ça pourra être plus facile à l'avenir. Parfait. Donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Je remercie à nouveau Agnès pour cette très belle présentation et ces exemples concrets. Pour conclure rapidement, j'en profite aussi pour aller plus loin, pour vous rappeler qu'au niveau de Passion Céréales, on mène certaines actions et on diffuse des documents. Et notamment, nous avons mis à jour les plaquettes régionales pour présenter les filières céréalières au niveau des régions. Et ces plaquettes régionales vont être envoyées justement aux maires qui ont été nouvellement élus. Donc ça permet aussi de faire un premier contact peut-être pour montrer justement l'importance de la filière au niveau des territoires. Donc, dans les remarques aussi un peu qu'on a eues, c'est toute la difficulté parfois de communiquer, où on a l'impression qu'on n'est pas entendu et que les intérêts agricoles ne sont pas représentés localement. Mais c'est vrai que plus globalement, c'est ce qu'on essaye aussi de rappeler au niveau de Passion Céréales, c'est que la communication, elle se fait au quotidien, que ce soit avec son voisin, avec les enseignants, avec les élus évidemment. Donc si on peut que vous encourager en tout cas à continuer à communiquer et puis montrer les enjeux en tout cas de la filière céréalière. Je remercie à nouveau Agnès. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Voilà, si jamais vous avez des questions à l'issue de ce Tutocom, sachez que c'est encore possible en tout cas. Merci à tous les participants et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain Tutocom qui aura lieu donc le vendredi 23 octobre à 11h sur le thème participer à un débat citoyen, donc tout à fait en lien avec le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.